Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après Madame Laurence Toubiana et le président François Hollande, nous achevons cette riche semaine d'audition avec un autre pan important de la diplomatie climatique, une question centrale, celle des réfugiés que nous avons souhaité organiser avec notre rapporteur Teva Rochefritsch. Nous accueillons donc aujourd'hui, on vous remercie d'être là, parce qu'il y a eu un calendrier, je veux dire, très resserré, à la fois Madame Dina Ionesco, conseillère principale politique, protection et action pour le climat au commissariat aux réfugiés, Monsieur Thibault Fleury-Graff, professeur de droit public à l'Université Paris 2, Panthéon-Assas, et représentant du HCR et de l'OMI. C'est bon, jusque-là? Je suis d'absence de... Comment? Je suis pas représentant de l'OIM. Pardon, bah alors, donc, il n'y a pas de souci. J'excuse Monsieur François Guénem qui n'a pas pu être là. Mesdames, Messieurs, notre mission d'information entend traiter l'ensemble des sujets en lien avec la diplomatie climatique et aujourd'hui, notamment, je l'évoquais, la question des migrations et des réfugiés climatiques. Cependant, c'est une préoccupation croissante depuis les années 80. Aucune convention ne propose de définition juridique précise des personnes fuyant leur pays pour des raisons climatiques. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit pacte de Marrakech, qui a fait couler à l'époque beaucoup d'encre, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2018, fait certes mention des changements environnementaux, mais cette innovation demeure limitée. Le pacte n'étant pas contraignant par ailleurs. Le HCR a indiqué dans un rapport en 2024 que le nombre de pays confrontés à des risques climatiques extrêmes devrait passer de 3 actuellement à 65 en 2040. Vous nous direz si cela est toujours bon. Soit 123 millions de personnes déplacées de force dans le monde en juin 2024. 90 millions vivent actuellement dans des pays exposés à des impacts climatiques élevés ou extrêmes. Ce qui rend leur situation d'autant plus précaire et, j'ai envie de dire, explosive. Il s'agit donc d'un enjeu colossal qui nous touche très directement et qui touche d'abord les pays du Sud, qui touche aussi l'ensemble des pays de notre planète. Et nous souhaitons vous entendre à la fois sur toute la question, encore une fois, de ces enjeux de déplacement de population, foncées, contraintes, comment cela peut fonctionner, comment une diplomatie climatique française peut jouer un rôle aussi important. Je vous propose d'avoir l'un et l'autre 5-7 minutes de propos liminaire. Ensuite, notre rapporteur vous interrogera avec une logique toujours la même. Chacun des deux répondra. Et puis, à l'issue de notre rapporteur, l'ensemble des membres qui le souhaitent. Encore une fois, en vous remerciant d'être venu malgré les contraintes. Et je vous laisse la parole, peut-être Madame Ionesco d'abord, si vous le souhaitez. Allez-y. Immense merci pour cette invitation au Sénat et pour cette table ronde sur les enjeux de la diplomatie climatique qui place la question de la mobilité humaine, des déplacements, en fait, au cœur de cette discussion qui a pris plusieurs formes dans vos travaux. Je voudrais, dans cette introduction principale, faire plusieurs choses. D'abord, juste contextualiser de quoi parlons-nous et contextualiser aussi l'action du HCR. Et ensuite, regarder quelques aspects vraiment précis par rapport aux instruments portant sur le droit de l'asile et des réfugiés. Et enfin, quelques recommandations déjà pour les travaux. Donc, en termes d'introduction générale, je souhaite quand même vraiment rappeler le mandat du Haut Commissariat aux réfugiés ici en France, car le HCR est un partenaire clé des autorités. Donc cette invitation est très importante pour nous. Ça fait vraiment partie des priorités de l'organisation de s'engager avec les parlementaires, avec les assemblées aussi bien au niveau national qu'au niveau européen. Et le HCR est présent en France depuis 1952, mais cette année est une année extrêmement importante pour nous, car c'est l'anniversaire des 75 ans de la Convention de Genève de 1951. Et donc, la France est un des membres fondateurs et au cœur, en fait, de cette démarche qui a mené à la Convention. Donc, c'est vraiment important de comprendre où on place les questions du changement climatique et du changement environnemental dans cet espace-là en particulier. Le HCR apporte aussi un appui en fait stratégique aux politiques publiques et travaille en lien très étroit avec un grand nombre de partenaires dans la société civile. Et ça aussi, c'est un élément qui est important dans la façon dont nous parlons
des questions du changement climatique en lien avec la protection internationale. On tient vraiment en tant que HCR aussi à remercier la France de plusieurs façons. On tient à remercier la partie vraiment des contributions partenariales et financières dans un cadre géopolitique international qui est en mouvement et très difficile. Donc c'est aussi quelque chose, pourquoi j'en parle dans le contexte de cette intervention, c'est parce que ça a un lien direct avec la possibilité de répondre aux enjeux du changement climatique et de la protection internationale et de la mobilité humaine. Malheureusement, le contexte budgétaire est très difficile. Le budget a été en 2024 d'environ 120 000 € de support de la France au HCR et ça a été réduit en fait de la moitié. Et pour cette année, ça sera encore plus réduit. Donc c'est important en fait de prendre en compte cela, surtout quand nous avons un nouveau haut commissaire qui a toute une vision très importante qui est aussi clé pour notre discussion aujourd'hui, car il a été un ancien réfugié lui-même et donc sa vision est aussi d'essayer de sortir en fait de la dépendance des réfugiés du système humanitaire. Et donc cela nous amène directement à la question du changement climatique et du développement durable, parce que comment est-ce qu'on peut sortir de ces dépendances si on ne lie pas en fait à l'action sur le climat et à l'action sur le développement. Donc je voulais vraiment présenter ce cadre. C'est important pour nous aussi de remercier la France par rapport au soutien au multilatéralisme. Moi, je travaille au siège. Mon collègue Jocelyn, ici présent, représente le HCR à Paris, HCR France, mais la question du multilatéralisme à Genève, à New York, est clé. Et ce qui est très intéressant, c'est que Genève est vraiment un centre, le cœur qui bat un peu de ce thème du nexus du changement climatique en lien à la mobilité humaine. Vous avez un grand nombre d'organisations qui traitent de ces questions à Genève même. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir ce lien proche. En termes de contextualisation de notre thème, je voudrais proposer plusieurs messages clés très simples et nous pouvons les développer ensuite dans notre conversation. D'abord, je voulais dire que la diplomatie climatique est très importante pour la question de la mobilité humaine et l'intégration de la mobilité humaine, des questions du déplacement dans la diplomatie climatique. Et pourquoi aussi? Parce que dans la diplomatie climatique, il y a aussi une vision extraordinaire qu'on a dans peu d'autres ensembles de négociations internationales, qui est la voix des pays les plus vulnérables. Donc c'est un espace qui permet quelque chose qu'on ne permet pas ailleurs et qu'il faut vraiment mettre en valeur. Ensuite, un de nos messages clés au HCR, c'est vraiment de souligner que la crise climatique est une crise humaine. Et donc c'est une crise aussi de protection. La protection est au cœur de toutes ces questions et les réfugiés, les migrants, les déplacés sont un des visages humains des questions dont on parle. Et c'est en lien en fait aussi avec l'évolution de la compréhension des politiques du changement climatique qui peu à peu, vous avez mentionné ces 30 dernières années, même 40 maintenant, elles ont commencé vraiment à parler des dimensions humaines et sociales du changement climatique. Ensuite, un des mots-clés sur comprendre le déplacement dans le contexte du changement climatique, c'est la multicausalité. Car c'est très difficile d'isoler les facteurs environnementaux et encore plus difficile d'isoler les facteurs climatiques. C'est pour cela aussi qu'il est si difficile de créer un statut juridique particulier pour les migrants ou les réfugiés ou les déplacés en lien dans le contexte du changement climatique. Donc, c'est important de le mentionner vraiment, ces difficultés ont des implications opérationnelles et aussi des implications juridiques. Un autre message clé que je voulais mettre en avant, c'est le mot qui est interaction. Vous avez mentionné le pacte mondial pour les migrations. Il y a aussi le pacte mondial pour les réfugiés. Les deux pactes viennent de la déclaration de New York et ensuite ils ont été négociés par les États. Les deux reconnaissent en fait les éléments environnementaux et climatiques. Le pacte sur la migration reconnaît vraiment dans l'objectif 2 et 5
l'ensemble des questions du changement climatique et de l'environnement, le pacte sur les réfugiés est clé car il reconnaît l'interaction entre le changement climatique, l'environnement et le conflit, la violence. Et c'est là aussi une des clés pour comprendre le positionnement du HCR en termes du statut juridique des personnes déplacées dans le contexte du changement climatique. Ensuite, ce que je voulais mentionner, c'est aussi qu'il s'agit d'une histoire très longue quand même et très courte, parce que les gens ont toujours bougé à cause ou pour l'environnement qui changeait. Et pourtant, cela fait que 3 ou 4 décennies qu'on lie vraiment l'environnement, le changement climatique et la mobilité humaine. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile d'avoir des traités, des politiques, mais il y a une avancée immense. C'est une communauté qui s'est formée autour de ces thèmes. Et il y a tout un ensemble d'éventails de politiques et de situations qui sont imbriquées les unes avec les autres. Et si vous regardez comment le monde a évolué au niveau politique, c'est comme un Lego avec des pièces qui se rajoutent les unes aux autres et chaque espace, agenda politique construit sur l'autre. On va faire une avancée dans l'espace des migrations, et bien après, il y aura une avancée dans l'espace des politiques du déplacement. Il y aura une avancée dans l'espace des politiques des droits de l'homme, du développement, de la gestion des risques. Et donc, il n'y a pas une seule solution, mais un ensemble immense éventail de solutions. Et il y a plusieurs étapes dans cette prise de conscience. Moi, j'en ai créé 6. Une première étape vraiment d'absence, où on ne comprenait pas vraiment, on ne parlait pas du lien entre l'environnement et le climat. Une deuxième étape que j'ai appelée d'alerte autour des rapports du GIEC et des conventions de Rio, mais aussi l'ouragan Mitch en 1997 qui a vraiment emporté l'attention sur ce thème. Une troisième étape que j'ai appelée d'ancrage, où on a vraiment le cadre d'adaptation de Cancun, où les États ont négocié un paragraphe 14F, tout petit paragraphe, mais dans lequel toute notre action est ancrée, car il reconnaît la migration, le déplacement et la réinstallation, la relocalisation en fait. Le mot est juste relocalisation planifiée dans le cadre du changement climatique. Et puis, on est arrivé à la COP 22. Il y avait Madame Tubiana qui vient de sortir de la salle. Donc, c'est vraiment l'inscription des migrations et du déplacement dans l'accord de Paris. Encore une fois, l'importance de la voix de la France. J'ai une autre étape à la suite, la 4e que j'ai appelée l'étape d'accord, où en fait, on a bâti dans l'espace des migrations et de la protection internationale une compréhension du climat dans les espaces de migration, dans les espaces du déplacement, en bâtissant en fait sur l'accord de Paris. Une 5e étape, je l'ai appelée d'ambition, parce que c'est le moment où on a pris conscience de l'ambition sur le climat, de l'action sur le climat, sur l'idée aussi qu'on devait clarifier nos considérations juridiques sur les demandes de protection internationale dans le cadre même du HCR. Et c'est aussi le moment en 2018 des deux pactes. Et une nouvelle étape que je n'ai pas su vraiment comment l'appeler parce qu'elle est une forme de mise en danger aussi de ce que nous avons acquis toutes ces années, mais que j'ai décidé d'appeler d'accentuation, car sur fond de crise internationale et de priorités mouvantes et de changements géopolitiques et de contraction de financement, nous avons quand même des grandes avancées, par exemple en matière des grandes cours de justice, la Cour internationale de justice, la Cour interaméricaine de justice, le droit à l'environnement propre, un nouveau traité sur la protection des personnes déplacées qui est en cours de négociation, un nouvel avis demandé à la Cour africaine aussi sur climat et les obligations des États. Alors, avec ça, je voudrais juste, si vous me permettez quand même dans cette introduction, dire quelques mots de nos recommandations. Voilà. Oui. Alors, la première chose que pour formuler autour des recommandations, je voulais vraiment mentionner la position du HCR par rapport au statut
en particulier de réfugiés climatiques qu'on entend beaucoup. Donc le HCR ne soutient pas que toutes les personnes qui sont déplacées dans le contexte des impacts néfastes du changement climatique sont des réfugiés. Nous n'employons pas le terme de réfugiés climatiques car il n'existe pas dans le droit international et ne capture pas toutes les réalités dont nous parlons, car beaucoup des mouvements dans le contexte du changement climatique resteront à l'intérieur du pays, donc ne parle pas des besoins de protection juridique. Et en même temps, ce que nous voulons et que le HCR, avec son mandat, qui est le garant en fait de la Convention de Genève, a un mandat pour développer des lignes directrices de la mise en œuvre de la Convention de Genève et soutenir les États à cet égard, a développé vraiment des cadres d'explication très clairs, de documents qui guident aussi les États et les autres partenaires sur comment on peut appliquer en fait les instruments de protection des réfugiés et du droit de l'asile dans des contextes de changement climatique. Et nous pouvons revenir là-dessus en détail sur les différents aspects et cas qui ont été formulés et définis par le HCR. En termes de recommandations, alors nous avons plusieurs recommandations importantes pour nous à placer dans un contexte international et dans un contexte de partenariat. Une première recommandation du HCR, c'est vraiment d'utiliser cet héritage des grands textes, des grandes conventions, aussi bien sur les réfugiés que sur l'apatridie, et en comprendre l'utilité, la pertinence dans le cadre du changement climatique et des impacts du changement environnemental. On sait que ces documents n'ont pas été rédigés avec une conscience du changement climatique, mais il faut comprendre comment ils sont utiles, comment ils sont adaptables et comment est-ce qu'on peut les utiliser dans une palette d'options politiques en complémentarité aussi avec des politiques de la migration, des politiques des droits, surtout les droits de l'homme, le droit de non-refoulement, comprendre aussi les réponses humanitaires et de protection temporaire qui peuvent être offertes aux personnes en besoin de protection internationale. Deuxième recommandation, c'est vraiment d'intégrer dans cette diplomatie climatique de manière très claire les questions du déplacement, de manière très claire les questions liées au droit d'asile des réfugiés, de manière très claire les questions du déplacement à l'intérieur même du pays, de manière très claire la relocalisation planifiée. Donc, de penser l'éventail des questions de la mobilité humaine dans la diplomatie climatique. Une troisième vraiment recommandation, c'est de regarder les cadres régionaux. Les cadres régionaux sont clés pour la protection des personnes dans le contexte du changement climatique. Donc, il y a les conventions pour l'Afrique de l'Union africaine, la convention de Carthagène pour les Amériques. Et nous avons des travaux très concrets avec l'Union africaine, par exemple, à ce sujet, dans lequel nous souhaitons vraiment une collaboration opérationnelle, étroite et politique avec la France. Une quatrième recommandation, c'est vraiment de porter l'inclusion des réfugiés, des apatrides, des déplacés, des populations affectées, des populations indigènes, dans les politiques même du climat, dans les politiques de l'adaptation, de l'atténuation, de leur donner une voix, de leur donner une place. C'est une des plus grandes batailles, en fait, je pense, de notre génération, de comment nous donnons la voix à ces personnes. C'est à chacune des COP, nous avons vraiment fait un immense effort pour avoir ces personnes qui sont représentées, qui ont une voix. Et je voudrais qu'elles soient là
C'est pas facile. Voilà. Il faut que les questions puissent vous être posées. D'accord. Alors, je vais finir dans ce cas-là. Je vais finir sur une dernière chose. Je pense aussi, je voudrais attirer l'attention sur la question de la continuité de la nationalité dans les situations de changement climatique et de l'importance de considérer aussi les questions d'apatridie. Donc, nous pouvons en reparler. Et la dernière chose que je voulais mentionner peut-être, et c'est aussi à un niveau personnel, c'est que je pense qu'il faut faire aussi une place à une dimension très humaine et émotionnelle, en fait, de ce thème. Donc, ça implique des choses sur la communication, sur le discours, sur le narratif, sur qui parle, comment on parle, parler avec le cœur. Et je le dis parce que pour moi, c'est extraordinaire d'être là avec vous, parce que moi-même, j'ai été un enfant réfugié. J'ai vécu 7 ans sous la protection de la Convention de Genève. Et pouvoir m'exprimer aujourd'hui, un peu trop, je sais, j'ai dépassé beaucoup de mon temps, je suis désolée. Mais c'est une réelle émotion et je pense que quand on lie en fait la réalité du vécu aux émotions et aux connaissances et qu'on a cette place, on peut aller, voilà, on veut aussi construire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, en plus, vous avez pris de l'avance sur des réponses potentielles. Donc comme ça va aider notre rapporteur. Monsieur Thibault Fleury-Graff. Là, vous avez donc 5 secondes. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je vais m'efforcer d'être synthétique. Je me joins évidemment aux remerciements de m'auditionner aujourd'hui. C'est important que l'expertise scientifique puisse informer la décision politique. Et je suis honoré, ravi de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Je m'exprime bien sûr uniquement ici en tant que professeur de droit international et je voudrais dans ces quelques minutes insister donc sur le cadre juridique qui est à la fois, je crois, aujourd'hui un cadre juridique qui est limité, qui est porteur de risques, mais qui est aussi porteur d'un certain nombre d'évolutions possibles. C'est un cadre qui est limité parce que, comme ça vient d'être rappelé, les instruments juridiques contraignants, et là j'insiste sur ce point, qui existent de longue date, comme la Convention de Genève de 1951, en matière de migration, il y a d'ailleurs quasiment que celui-ci au niveau universel, sont des instruments qui n'ont pas été pensés pour ces questions de déplacement climatique, qui peuvent évidemment envisager d'une manière ou d'une autre ce phénomène-là. Il y a aujourd'hui en France des personnes qui sont protégées parce qu'elles craignent des persécutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont liées à des conséquences du changement climatique. Je pense par exemple aux personnes venant du Bangladesh où il y a des tensions foncières extrêmement fortes qui découlent d'une manière ou d'une autre des conséquences du changement climatique à cause des inondations qui rendent les terres habitables ou cultivables beaucoup plus rares. Ça reste marginal. Ça reste marginal et ce sont évidemment des instruments auxquels il est difficile d'apporter des modifications sans risquer de toucher à l'ensemble de l'édifice, ce qui serait un risque extrêmement important. On a par ailleurs peu d'instruments, sinon pas d'instruments bilatéraux ou régionaux sur ces questions. Je pense que l'Union européenne a peut-être ici manqué une occasion au moment de la négociation du pacte sur l'asile et l'immigration d'introduire des éléments sur ces questions du changement climatique. Il y a quelques accords bilatéraux qui existent hors du continent européen, le plus connu étant celui conclu par l'Australie et Nauru, qui est à peu près le seul, mais on va le voir, qui est assez intéressant juridiquement et politiquement. Donc on a ce cadre juridiquement contraignant qui est relativement limité. En revanche, on a un cadre qui est évolutif, en ce sens qu'on a des instruments non contraignants qui, eux, sont intéressants en la matière. Le pacte pour des migrations surordonnées et régulières, qui mentionne à plusieurs reprises, dans plusieurs de ses objectifs, l'importance pour les États de coopérer en matière de déplacements générés par le changement climatique. Et puis des instruments qui ne sont pas des instruments en matière de migration, mais qui, pour autant, vont avoir des conséquences juridiques. Je pense bien sûr aux accords de Paris, qui font mention de ces questions et qui ensuite donnent lieu aux stratégies nationales dans lesquelles les questions de déplacement climatique vont pouvoir, et sont déjà pour certains, intégrées.
C'est probablement l'exemple principal. Et puis sinon, des accords plus généraux qui peuvent être des accords aussi en matière économique, mais qui vont pouvoir introduire ces notions de migration. L'autre évolution, c'est l'évolution de l'interprétation du droit international général et du droit international et régional des droits de l'homme, qui est de plus en plus sensible à la question climatique. On l'a vu avec des affaires très importantes devant la Cour EDH en 2024, notamment une affaire climat Seniorinen, qui a quand même beaucoup fait évoluer l'interprétation de la CEDH sur cette question, et 2 avis du Tribunal international pour le droit de la mer et de la Cour internationale de justice en 2024 et 2025, qui insistent sur les obligations des États en matière de lutte contre le changement climatique. Et ces contentieux et ces avis, je les cite parce qu'ils sont aussi porteurs, je crois, de risques et potentiellement même de risques contentieux pour des États comme la France, dans la mesure où ces juridictions ont mis l'accent sur l'obligation des États de lutter activement contre le changement climatique, et que cela, bien sûr, pourra multiplier les recours, ce d'autant plus que la CIJ a eu une interprétation qui permet d'ouvrir assez largement les recours d'États concernés par le changement climatique, dans lequel la France a évidemment sa part. On a donc à la fois ce risque contentieux et on a aussi un risque d'inadaptation d'un cadre juridique à un phénomène qui va croissant. Ça, c'est établi par l'ensemble des acteurs. Je ne travaille pas pour l'OIM, mais les rapports de l'OIM très clairement insistent sur l'augmentation de ce phénomène. Et on voit aussi que les crises climatiques et sécuritaires se superposent. Mais qui dit risque dit aussi opportunité. Ces instruments juridiques non contraignants en particulier, comme les pactes de 2018, permettent aux États en particulier de faire un ensemble de promesses, de s'engager, de remplir les objectifs de ces pactes, promesses qui sont formulées lors de forums d'examen de ces questions qui ont lieu tous les 4 ans. Et là, il y a une opportunité à saisir. La France a fait ce qu'on appelle des pledges dans certains domaines, par exemple sur la question des femmes réfugiées. Il y a évidemment de la place aussi pour s'engager sur les questions climatiques. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple d'opportunité, sur un peu l'exemple de ce qu'a fait l'Australie avec Nauru, c'est de lier ces questions sécuritaires et climatiques. Évidemment, quand l'Australie conclut un accord avec Nauru, ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'accueillir des personnes qui viennent de ces territoires submergés par l'océan, c'est aussi pour des raisons sécuritaires. On sait que la France, évidemment, a des territoires dans des zones qui sont des grands enjeux pour sa propre sécurité. Dans un monde international, évidemment, je ne sais pas s'il faut le dire, où les alliances tendent à être un peu rebattues et où le fait de trouver de nouveaux alliés pourrait éventuellement être stratégique en termes diplomatiques, d'autant que la France, avec les accords de Paris, a eu un peu ce rôle de leader en la matière et qu'elle a là un certain nombre d'instruments dont elle pourrait, d'instruments juridiques donc, dont elle pourrait assez facilement, je crois, s'emparer pour inscrire ce phénomène qui, encore une fois, va grandissant dans un cadre de coopération qui soit juridique, stable, ordonné, régulier. Le pacte de 2018 avait fait beaucoup de bruit, à mon avis. Là, c'est plus à titre personnel, pour de mauvaises raisons, parce que précisément ce pacte met en avant l'importance d'avoir des migrations surordonnées et régulières. Je crois qu'à peu près personne n'est contre cette idée-là. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Merci à vous. Je vais maintenant passer la parole au rapporteur pour ces séries de questions et vous ferez des réponses l'une et l'autre, l'un et l'autre. Merci beaucoup pour ces premières réponses assez complètes. C'est vrai que vous avez devancé quelques questions, mais je suis intarissable pour les questions, donc j'en ai trouvé d'autres, évidemment. Peut-être revenir, parce que le thème de notre mission d'information est bien sûr la diplomatie française 10 ans après l'accord de Paris. Et vous avez mentionné, Madame, à une reprise, la question de la COP, et en particulier de la COP 22, je ne me trompe pas, puisque ça a été un fait majeur, effectivement, pour les migrations climatiques. Mais est-ce que, hormis cette COP, et on a bien compris l'importance qu'elle avait, est-ce que vous estimez que la question donc, des migrations climatiques est suffisamment intégrée, questionnée, portée par la diplomatie française depuis
puisque vous n'avez parlé que de la COP22, donc est-ce que ça veut dire que depuis, vous estimez que ce sujet a été un peu oublié ou décalé, ou est-ce que c'est aussi une possibilité d'estimer qu'il fallait faire ce point de départ et qu'ensuite c'est plus en gros le job des COP, mais c'est d'autres actions qui sont menées ailleurs. Ça nous intéresse puisque notre sujet est bien sur la diplomatie climatique française et ce qui m'amène à une deuxième sous-question qui est liée au leadership de la France sur ces sujets-là et sur la thématique qui nous intéresse autour des migrations climatiques. Est-ce que vous estimez que la France reste leader sur ces questions-là, la France et l'Europe, puisque ce sont les deux niveaux sur lesquels nous intervenons. Ensuite, il y a une chose que vous avez signalée aussi qui a appelé mon attention. Et quand vous le dites, c'est une évidence, mais ça ne l'est pas toujours dans le débat. Vous avez souligné le fait que tous ceux qui se déplacent pour des raisons climatiques ne sont pas forcément des réfugiés climatiques. Donc, je suis preneur que vous alliez un peu plus en profondeur sur ce sujet-là, parce qu'on a souvent tendance à faire des gros paquets et justement, au Sénat, on souhaite être le plus précis possible pour pouvoir bien qualifier nos recommandations, parce que l'objectif pour nous est à la fois de faire un diagnostic, mais surtout de pouvoir proposer des recommandations opérationnelles. Et on est à votre écoute sur ces sujets-là. Et je le lis avec l'autre recommandation que vous avez formulée sur le caractère, finalement, enfin, ce n'était pas une recommandation, c'était sur votre constat, sur le caractère multicritère ou multi-raison, si je ne m'exprime peut-être pas très bien, en disant qu'on ne pouvait pas lier la notion de réfugié, y compris réfugiés climatiques, qu'à la notion de climat. C'était finalement une addition de plusieurs dimensions, notamment celle liée à la pauvreté et aux difficultés intrinsèques reconnues aux populations concernées. Donc, ça m'intéresse de revenir sur ces notions-là. Troisième sous-question, Monsieur le Président, et je remercie Martha tout à l'heure d'avoir évoqué les Outre-mer, effectivement, c'est est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous pensez qu'on devrait travailler davantage avec nos territoires français et européens? Alors je pense à l'Indo-Pacifique, je suis élu de Polynésie française, donc on se pose des questions internes aussi à nos territoires. Vous savez que si d'ici la fin du siècle, 30% de nos îles disparaissaient, on serait confronté à non pas des réfugiés climatiques au sens international, mais à l'intérieur même à des migrations liées à l'effacement de nos îles, tout simplement, mais qui peuvent aussi poser la question de nos voisins immédiats, que sont les Cook, que sont le Kiribati, et un peu plus loin, les autres grands États océaniens, parce que souvent on dit que ce sont des petits États insulaires. J'insiste sur cette notion de grands États océaniens, petits peut-être en nombre de personnes, mais ils sont grands par la surface. La Polynésie, c'est la taille de l'Europe, en tout cas avec beaucoup d'eau. Et donc, pour savoir si vous voyez, d'abord si ce sont des sujets que vous abordez également, est-ce que vous voyez un intérêt à intégrer aux discussions internationales, justement, la situation de ces territoires? On l'a beaucoup évoqué, nous, en termes de résilience, en termes d'adaptation, en termes de laboratoire d'innovation, mais on ne l'a pas entendu forcément en termes de prévention ou d'accompagnement de ces migrations climatiques. Je dis accompagnement si on estime qu'elles sont inéluctables. Voilà, ça fait déjà beaucoup de questions, mais je suis preneur avec, vous l'avez dit, avec humanisme et émotion, et le cœur, puisque c'est ce que vous aviez indiqué tout à l'heure, de vous entendre. Dans le temps imparti. Dans le temps imparti, Monsieur le Président, évidemment. Allez-y, allez-y. Les conventions sur le climat, sur la question des COP et des conventions, et pas seulement la convention sur le climat, mais aussi la convention sur la désertification, la convention de la biodiversité. Le mot-clé pour moi, c'est justement la longueur et la durabilité. Donc, on a des moments où les COP font vraiment des avancées, des ancrages, comme j'ai dit aussi, Cancun a été un moment clé, l'accord de Paris aussi, mais aussi il y a eu la COP à Varsovie qui a créé le programme sur les pertes et dommages, qui est au cœur aussi de la question des déplacements et du changement climatique. Donc, pour moi, la diplomatie française, c'est un engagement, je le sais d'ailleurs, puisque nous travaillons de manière très proche avec la France, et aussi on a travaillé à chaque fois, donc pour par exemple la présidence de la COP
Dans ces temps-là, je travaillais à l'OIM, et donc on a travaillé ensemble, l'OIM, le HCR, dans un groupe de travail collectif aussi avec la société civile, groupe de travail qui existe toujours, main dans la main avec la présidence en fait de la France. Et c'est aussi grâce à tout ce travail et au travail qui venait aussi des universitaires, de la société civile, des personnes affectées, que la COP de Paris a inclus en fait la question des migrants dans le préambule et la décision sur les déplacements. Donc la France a un rôle clé dans cette diplomatie-là, une voix clé, une voix très reconnue et attendue d'ailleurs. Donc, je ne vais pas mettre la pression, mais il y a des très grandes attentes. D'ailleurs, je suis déployée au HCR par la France, par le ministère des Affaires étrangères et Expertise France, au service de ces thèmes, aussi symboliquement en priorité. Pour la COP, donc, il y a énormément de portes d'entrée. Et souvent, elles sont discrètes ou pas très visibles, mais elles existent. Et ce qui fait la différence, c'est dès qu'un thème est ancré dans un document, dans une décision. Et le point de tournant, justement, du accord de Paris, c'est parce qu'il y a eu la création d'un groupe de travail sur le déplacement. La Task Force on Displacement, qui regroupe plusieurs organismes et qui est en soutien de la Convention cadre sur le climat, qui représente des États et des experts. Donc le travail de ce groupe de travail est en continu. Chaque COP apporte un nouveau développement. Donc oui, il y a là à être vraiment, pour la France, un rôle très actif. Et ça touche aux pertes et dommages aussi bien économiques que non économiques. Et on revient vers la question aussi très souvent soulevée par les États insulaires qui justement parlent avec le cœur et qui disent que justement, ce n'est pas que les pertes et dommages économiques, mais aussi l'héritage culturel, les ancêtres, notre histoire, notre mémoire historique qui peut disparaître, et comment on parle de comment on adresse ces questions-là. Il y a d'autres éléments qui sont très importants dans la COP et dans le processus de la COP pour la France. Il s'agit d'être très présent dans les questions des finances et des fonds sur le climat. Et dans le thème qui nous intéresse, il est important que les populations migrantes, que les réfugiés, que les déplacés, que les populations indigènes soient eux-mêmes inclus et reconnus dans les textes qui portent sur les questions du financement vert et du financement du climat. C'est déjà le cas. Donc, on a beaucoup progressé. On a une reconnaissance aussi des réfugiés dont l'objectif ambitieux pour la finance de la COP 29. Par contre, à la COP 30, on n'a pas eu dans les indicateurs qui ont été développés sur l'objectif ambitieux du climat, de l'adaptation, un indicateur sur les réfugiés. Par contre, il y a un indicateur sur la migration, la mobilité en général. Et donc, quand même, la question du déplacement est aussi présente. Et il y a d'autres portes très, très importantes, comme par exemple les capacités. Nous avons le fonds et le programme de travail Santiago, qui est sur le soutien des capacités aux États. Et c'est un moyen, un outil, un levier très important. Il y a aussi au niveau des finances du fonds, les fonds pour les pertes et dommages. Donc là aussi, il faut s'intéresser à la place des questions de la mobilité humaine, de leur visibilité, parce que si elles ne sont pas ancrées, on ne peut pas en fait financer des programmes sur ces thèmes. Donc il y a toutes ces différentes portes d'entrée qui sont sur la longueur, qui sont des questions de diplomatie, de partenariat, d'engagement avec les pays les plus vulnérables. Il y a aussi tout le travail qu'on essaye de faire en collaboration avec beaucoup d'acteurs sur l'intégration des réfugiés, des migrants, des déplacés dans les stratégies nationales d'adaptation. Sur les 30 pays qui ont le plus de population de réfugiés, seulement la moitié ont des stratégies d'adaptation. Donc, on est encore très loin. Donc, il y a matière à faire beaucoup de choses. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, vous avez levé sur les questions des termes.
Donc les termes aussi, c'est très important de juste clarifier de quoi on parle. Et j'engage tout le monde à regarder le document technique qui a été développé par le groupe de travail sur les déplacements l'année dernière, sur les lignes de directrice de l'intégration du déplacement, de la mobilité humaine dans l'adaptation, où les acteurs se sont mis d'accord sur une définition des termes tels qu'ils sont utilisés dans le cadre de la Convention cadre sur le climat. Donc c'est très clair qu'est-ce que c'est le déplacement. C'est très clair ce que c'est le cadre juridique des réfugiés et comment il peut être pertinent dans le cadre du changement climatique. Comment il faut aussi inclure les réfugiés qui ont un statut de réfugiés dans les politiques du climat. Mais c'est très clair aussi les questions d'apatridie et de continuité de la nationalité. Et il y a aussi toute la question du déplacement à l'intérieur du pays, du déplacement à travers une frontière. Et à ce niveau, l'initiative Nansen de 2015 est un outil clé. C'est comme une boîte à outils de tous les types de politiques au service des réponses de la protection et de la mobilité humaine. Et il y a aussi toute la question, bien sûr, de la migration et des définitions, car il n'y a pas un seul cadre juridique international qui définisse la migration. Donc, c'est une des questions clés, c'est que les États souhaitent garder l'autorité sur la définition des migrations. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une seule définition à ce sujet. Mais il y a quand même des définitions très claires de quoi on parle, dans quel contexte. Il faut toujours contextualiser. La troisième question que vous aviez, j'y tiens aussi, je vais essayer de dire juste 2-3 mots là-dessus. C'est la question des territoires outre-mer, la question des grands États océaniques. D'ailleurs, je trouve ça très beau que nous aussi, en tant qu'humains, on est surtout de l'eau. Donc, c'est assez symbolique, je trouve. Et c'est au cœur de la diplomatie, c'est le cœur de la diplomatie climatique, pour moi. Parce que il y a un intérêt aussi. Bon, les États insulaires, le groupe SEEDS, Oasis, a été central dans l'inclusion des questions de la mobilité humaine dans le cadre de la Convention cadre sur le climat. Mais au-delà de ça, il y a des pratiques innovantes, comme par exemple des cadres de mobilité et de migration au niveau du Pacifique et des Caraïbes, qui peuvent être extrêmement inspirants. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans les échanges avec les diplomates venant des petits États insulaires tels Fidji, qui ont fait beaucoup en fait avancer ce thème, c'est qu'ils ne parlent pas seulement en termes de disparition, mais ils parlent aussi en termes d'accueil. Quel type de statut on va donner aux personnes de Kiribati, du Tuvalu, qui viennent chez nous? Ils auront quel type de protection, quel type de statut? Et ce point aussi m'amène à la question de l'apatridie et de la continuité de la nationalité. Et pour la prochaine COP, je pense qu'il y a un enjeu très important là-dessus pour la France, qui peut être champion et porte-voix de cette réflexion sur la continuité de la nationalité face, par exemple, à la montée des eaux des mers, à la salinisation des terres, à l'érosion côtière. Il y a là tout un ensemble de discussions qui ont été traitées par la Commission internationale pour le droit international, qui portent, en fait, qui montrent qu'au-delà de la question des pertes et dommages, au-delà de la question de l'apatridie, il y a la possibilité de continuité de nationalité qui est une des solutions clés. Donc, voilà. Et puis, sinon, vous aviez une sous-question, mais j'ose plus parler, mais si j'ai le droit de dire sur la sous-question, sur le multifactoriel. Je crois que j'ai plus le droit. Non, j'ai plus le droit sur la... Si? Ah, d'accord. Non, vous dites ce que j'ai le droit. Oui. Le droit, vous l'avez pris depuis le début. Bon, mais vous pouvez me remettre dans le droit chemin. Non, c'est pas... Oui, quand même. Non, d'accord. Bon, surtout quand on parle des droits de l'homme, alors c'est pas bien si j'empiète sur les droits. C'est pas bien. Je vais me faire disputer. Allez-y.
Mais c'était juste, vous aviez une sous-question sur les questions de multicausalité et multifactorielle. Et ça, c'est aussi une clé de compréhension de quel statut les personnes déplacées dans le contexte du changement climatique peuvent avoir. Parce que si vous regardez par exemple les conventions que j'ai mentionnées au niveau régional pour l'Union de l'Afrique, convention OAU ou la convention Carthagène, on y parle de situations où il y a le trouble de l'ordre public qui peut donner espace à une protection en tant que réfugié. Et donc, dans la définition de comment est-ce qu'on peut définir la mise en cause de l'ordre public, il y a là une ouverture à cette multicausalité, multifactorialité. Est-ce qu'on parle aussi de la pauvreté? Est-ce qu'on parle de la violence? Est-ce qu'on parle d'une catastrophe? Est-ce qu'on parle de violence de gang? Est-ce qu'on parle d'un cyclone? Tout peut amener à cette définition de la remise en cause de l'ordre public et qui peut donner place à un statut de réfugié. Donc, Monsieur le rapporteur, je crois avec... Oui, je voulais du coup, avant que M. Fleury-Graff intervienne, faire écho à tout ce qui vient d'être dit. Et donc, parce que je sais que vous appelez à ce que le droit international, justement, se renforce face à ces enjeux migratoires contemporains, et en particulier par rapport au climat. Voilà, mais quand on parle d'apatridie, quand on parle de conservation de la nationalité, ça suppose peut-être aussi de conservation d'une notion d'État. Et puis, comment est-ce que le droit international va-t-il adresser ces questions? Et je sais qu'il y a eu aussi beaucoup dans le Pacifique de discussions autour de la conservation des ZEE, y compris quand les îles auront disparu. Donc, comment voyez-vous un peu sur les années qui viennent l'évolution du droit international et par quel support, par quel biais pensez-vous que, de manière un peu concrète, nous pourrions avancer sur ces sujets? Merci, monsieur le rapporteur. Je vais peut-être alors commencer par ce dernier point avant de revenir sur quelques éléments. C'est évidemment un sujet compliqué puisque habituellement, un État, c'est nécessairement, dans la définition traditionnelle, 3 éléments, un gouvernement souverain, un territoire, une population. Et si vous avez des éléments qui disparaissent, on a un peu de mal à imaginer comment l'État pourrait subsister. Ceci dit, la Cour internationale de justice, dans son avis du 23 juillet 2025, dans un petit paragraphe, petit élément qu'elle glisse un peu comme ça, précise que ce n'est pas parce qu'un des éléments de l'État disparaît que l'État lui-même disparaît, ce qui laisse donc entendre que quand bien même un État verrait son territoire submergé par exemple, ce n'est pas pour autant que l'État aurait disparu et donc que la nationalité pourrait lui subsister. Et on a un certain nombre de théories, de doctrines qui s'inscrivent dans cette même idée. Ça figure dans un avis qui n'est évidemment pas en soi contraignant, mais qui est à l'heure actuelle l'interprétation revêtue de la plus grande autorité sur ce que l'on peut penser de cette affaire de disparition d'État. Et je crois qu'elle est importante à souligner parce que c'est nécessairement cette interprétation qui va maintenant être discutée pour les suites à envisager. Et dans cette logique de diplomatie climatique, bien sûr qu'il appartient aux États les premiers concernés, ceux notamment que vous avez cités dans le Pacifique, de mettre cet aspect-là en avant pour que leur nationalité puisse subsister et qu'ils puissent s'installer donc sur le territoire d'autres États tout en conservant cette nationalité avec des statuts donc, qui seraient spécifiques. Ce qui m'amène peut-être justement à la question du statut. Je crois qu'en effet, que la notion de réfugié climatique, elle est en quelque sorte dangereuse dans la mesure où elle laisse entendre qu'il existerait une protection qui n'existe pas. Quand on dit réfugié climatique, on se dit il est réfugié, il est protégé. Ce qui n'est évidemment pas le cas puisque, comme on l'a dit, la Convention de Genève, qui est le seul instrument universel qui permet de conférer le statut de réfugié, reconnaître la qualité de réfugié, n'est pas pensé pour ce type de situation. Et comme je l'ai dit en commençant, il y a bien sûr des personnes qui craignent des persécutions qui, d'une manière ou d'une autre, découlent du changement climatique. Mais enfin, arriver dans un État parti à la Convention de Genève et dire « je crains le changement climatique, protégez-moi », ça ne fonctionnera pas. Donc ce n'est pas un réfugié climatique.
C'est pour ça qu'on parle plutôt de déplacés climatiques, ce qui a l'avantage d'être une notion beaucoup plus englobante qui va recouvrir des déplacements internes, des déplacements internationaux, des personnes protégées et ainsi de suite. En revanche, il y a beaucoup de choses qu'on puisse imaginer pour que des personnes qui fuient en partie les conséquences du changement climatique le fassent dans des conditions qui soient des conditions régulières, ordonnées et qui leur permettent de s'installer quelque part. Ce peut être des statuts spécifiques, protection temporaire par exemple. L'Union européenne a cette directive qu'on applique actuellement pour les Ukrainiens, qui ne supposerait pas beaucoup de modifications pour être adaptable à ce type de phénomène. On peut penser aussi à des dispositifs nationaux, certains États en ont, du type visa humanitaire, titre de séjour pour raison humanitaire. Donc ça, ce sont évidemment des choses qui existent, y compris dans certains États membres de l'Union européenne. En France, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut aussi savoir, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on parlait de droit international des droits de l'homme, j'ai quand même mentionné l'arrêt de la Cour EDH. On a une évolution aussi qui, de plus en plus, considère que éloigner un étranger vers un territoire où la vie est devenue impossible à cause du changement climatique, pour caricaturer un peu, serait une violation des divers instruments internationaux. Donc, quoi qu'il en soit, cet éloignement de ce fait, et c'est bien normal, sera compliqué. Donc, autant se poser dès maintenant la question du statut pour pouvoir y répondre. D'où, dernier point, et je remonte le fil de vos questions, la question des COP et à la fois des Outre-mer. Les COP ont eu l'avantage de faire exister le sujet. Elles ont l'inconvénient ou pas, c'est pas leur rôle. Elles ne suffisent pas à l'opérationnaliser. C'est pas le rôle d'une COP. Donc c'est le rôle des mécanismes qui ont été mentionnés tout à l'heure, comme notamment les plans nationaux d'adaptation. Et là, je pense qu'autant que la France a un rôle qui est un rôle important dans ces COP, de leader de longue date, ça je crois que c'est pas discutable, mais qu'en revanche, au niveau de l'opérationnalisation, là il y a des choses à faire. Quand vous vous renseignez un peu sur les plans nationaux d'adaptation qui ont à voir avec les migrations climatiques, c'est pas la France qui ressort en premier. C'est le Bangladesh, c'est la Chine, c'est le Costa Rica qui ont des plans, la Chine notamment sur les déplacements internes dans son plan national d'adaptation. Donc là, il y a certainement quelque chose à faire. De même, et là je vous rejoins tout à fait, monsieur le rapporteur, sur la question des Outre-mer, où la France est dans une position assez ambiguë ou duale, où à la fois elle subit le changement climatique, mais où à la fois, étant donné son rôle international, sa richesse, etc., sa puissance, peut faire quelque chose pour penser ces migrations climatiques dans des zones qui sont stratégiques. Donc pour répondre directement à la question, oui, je pense que ces territoires sont centraux dans la question de la diplomatie climatique française, dans la mesure où on peut envisager des accords avec ces États que vous avez mentionnés, voisins de la France, pour, dans un cadre global, penser à la fois les conséquences du changement climatique en matière économique, en matière de sécurité, tout en y incluant, comme le font déjà certains États, les notions de déplacement climatique. Et dernier point, les petits États insulaires, entre guillemets, mais le fait est que c'est l'appellation qui a été choisie, en particulier pour peser sur la scène internationale. Ils ont été au cœur des demandes d'avis devant le tribunal international du droit de la mer, devant la Cour internationale de justice. Et là, ils ont montré comment des associations de petits États, entre guillemets, je suis d'accord, pouvaient peser sur la scène internationale. Je crois que la France aurait tout intérêt, en plus dans le contexte actuel, à s'allier au moins un certain nombre d'entre eux. Merci à vous. Je vais passer la parole à Martha de Cédrac. Merci, Président. Et dans la continuité des questions qui vous ont été posées par mon collègue Roffrich, j'aurais deux questions assez directes à vous poser à tous les deux. La première, vous l'avez évoqué, Monsieur Fleury-Graf, sur le statut en réalité de ce qu'est aujourd'hui, comment pourrait-on qualifier un réfugié ou un déplacé climatique? C'est très difficile parce que, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, cela me semble compliqué. Et d'ailleurs, pour illustrer mes propos, comment qualifierez-vous notre population mahoraise suite au cyclone Chido? HCR, est-ce que vous vous êtes impliqué dans le déplacement de cette population-là française qui, pour la plupart, évidemment, il y a eu des déplacements en interne, mais il y a eu des déplacements vers un autre territoire ultramarin que nous connaissons bien, qui est la Réunion. Donc, comment on qualifie, en fait, cela?
Comment on qualifie les déplacés à l'issue de ce qui s'est passé également dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de l'Aroria? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un vrai sujet, nous, au niveau du Sénat, à l'aménagement du territoire. Lorsqu'on dit qu'il faut rebâtir à l'identique dans des lieux qui ont subi des aléas climatiques, quelle réponse on y amène? Avons-nous affaire à des déplacés climatiques ou pas? Et dans ce cas-là, vous-même, par exemple, vous, Madame Ionesco, représentant du HCR, quelle est votre position là-dessus et comment est-ce qu'on définit toutes ces populations-là? C'est, je pense, très important, au-delà du discours déplacement en interne ou externe, enfin internationaux, franchir une frontière et autres. Et bien évidemment, mais je ne veux pas être trop longue, il y a le sujet du genre, en fait. On voit aussi que dans certains pays, cela est quelque chose de relativement impactant. Première question. Deuxième question, je promets que je ne serai pas très longue. On parle beaucoup, évidemment, de la population déplacée quand cela arrive. On parle très peu de la population d'accueil. Donc, je souhaitais vous entendre également sur le volet de l'acceptabilité, au regard, justement, de ce manque de définition de ces populations déplacées. J'ose plus dire réfugiés, après vos propos. Mais comment est-ce qu'on peut, nous, accompagner cela? Puisque vous l'avez tous dit, il y a un volet éminemment humain, éminemment aussi parfois irrationnel à cela, mais qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on entend les populations et l'acceptabilité des populations d'accueil? Parce que je crois que c'est un sujet dans le contexte et dans les tensions mondiales que l'on connaît aujourd'hui, ne peut pas être négligé. Il faut absolument que nous y apportions une réponse diplomatique, Monsieur le Président. Merci à vous donc, pour ces deux excellentes questions. Et maintenant, je vous laisse la parole. Qui commence? Allez-y. Merci Madame pour vos questions. Évidemment, la question, on n'a pas parlé de Mayotte, bizarrement, alors que c'est une question qui est aussi très, très importante, toute cette zone aussi, et alors, pour plein de raisons, évidemment, notamment, bien évidemment liées à la question des migrations. Pourquoi est-ce qu'il est difficile de nommer ces personnes? Parce qu'il n'y a pas de statut juridique. Donc, comme on n'a pas un instrument qui dit, voilà, quand vous vous déplacez pour telle raison climatique, vous avez tel statut, en l'absence de cela, eh bien, on tâtonne et aucun terme n'est réellement satisfaisant. Si j'osais, je vous dirais que c'est là aussi où la diplomatie climatique doit jouer, c'est-à-dire que c'est peut-être le moment de penser un statut pour ces personnes-là et de développer un instrument qui permette de donner un statut. Il y a beaucoup de difficultés, à commencer par celle qui a été évoquée par Madame Ionesco tout à l'heure en introduction, qui est qu'il est difficile d'identifier une raison d'une migration. C'est compliqué de dire que quelqu'un va migrer uniquement pour des raisons climatiques. Souvent, il y a tout un tas de raisons. Donc, ça suppose évidemment des réflexions et un affinement dans la définition des personnes qui auraient droit à ce statut-là. Mais tant qu'elles n'en ont pas, les termes seront souvent d'une manière ou d'une autre inappropriés. Ce qu'il y a de certain, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas parler de réfugiés climatiques, ça c'est clairement impropre. Déplacés climatiques reste la meilleure option, je crois. Il ne faut pas négliger non plus le fait que, pour l'instant, et ça va me permettre de répondre au deuxième aspect de la question, la plupart des déplacés climatiques sont des déplacés internes, donc ne se déplacent pas à l'international. D'où le fait que leur statut est tout simplement celui d'un national sur le territoire de son propre État, et que si le droit international a à jouer un rôle, c'est plus en termes de droit international des droits de la personne humaine, d'où le fait que je mentionnais aussi l'évolution de ce droit-là, de la Cour des Haches, mais aussi du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Enfin, on pourrait multiplier les exemples qui insistent aussi sur le fait que c'est d'abord à l'État territorial, sur le territoire duquel se produisent les conséquences du changement climatique, de mettre en place les structures juridiques institutionnelles qui vont permettre de gouverner, de réguler les déplacements climatiques. Vous parliez de la question de l'acceptation par la population de l'état d'accueil, qui est évidemment une question centrale, on le voit bien dans les débats. Je crois que... j'allais dire l'un des avantages, c'est probablement pas le terme approprié, mais comme ce sont d'abord des déplacements internes, des États, y compris comme des États comme la France, comme les États-Unis, sont déjà confrontés
à ces déplacements internes. Vous l'avez dit, on a des personnes qui résident à Mayotte qui ont été obligées de se déplacer. Pourquoi ? À cause des conséquences du changement climatique. Ce qui peut peut-être permettre de penser que les populations de l'état d'accueil vivant elles-mêmes le phénomène, à la différence d'un phénomène de guerre, par exemple, que pour l'instant on ne vit pas sur le territoire français, on peut le ressentir. Ça reste souvent pour l'instant assez éloigné, on ne le pense pas toujours comme ça. En tant que juriste, pour le coup, ce que je peux vous dire, c'est que les États ont des obligations d'accueillir, peut-être pas d'accueillir ces personnes, ce serait aller un peu loin en l'état du droit international, mais en tous les cas, quand ces personnes sont là, de leur reconnaître un certain nombre de droits. Ça découle des engagements internationaux, y compris bien sûr de la France, et il s'agit de les appliquer. Après, sur la question plus générale de l'acceptabilité, je crois qu'il est important, et on est aussi là ici aujourd'hui pour cela, de montrer que pour l'instant, à l'échelle des déplacements internationaux, ça reste quelque chose qui est relativement marginal et qu'il est temps aujourd'hui, en effet, de s'en emparer puisque ça va augmenter par la suite. Marginal, vous pouvez donner les ratios ou il n'existe pas de ratio parce qu'on a toujours ce débat-là sur... Alors, je ne sais pas si j'ai un ratio, mais j'ai des chiffres. Alors c'est encore mieux. C'est interne à des pays, ouais, interne au Sud. Tout à fait. Donc, fin 2024... un peu plus de 80 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays, du fait, d'une manière ou d'une autre, des changements climatiques. Sur la dernière décennie, plus de 250 millions de déplacements internes, soit plus de 67 000 par jour, en hausse donc extrêmement nette. Et 240 milliards de dollars de pertes estimées en 2024 du fait de ces crises climatiques et déplacements. Merci. Madame Ionesco, peut-être si vous avez des éléments à ajouter. Oui, on a des chiffres qui sont quand même maintenant accessibles. Donc, ces chiffres sont viennent du IDMC, c'est Internal Displacement Monitoring Center, donc le centre qui suit les déplacements internes et qui chaque année fait partage ces données. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est aussi que la plupart des pays qui vont avoir des déplacements internes liés à des catastrophes, liés à des aléas naturels, sont aussi les pays qui ont des déplacements liés aux conflits et aux violences. Donc ça se superpose les données. On a donc des assez bonnes données pour comprendre le déplacement interne. On commence aussi à avoir des données pour comprendre, par exemple, combien de personnes vont retourner dans leur pays d'origine. Par exemple, on a des chiffres sur les réfugiés. Plus de 1,2 million de réfugiés retournés l'année dernière dans leur pays d'origine, qui retournent dans des pays aussi extrêmement vulnérables au changement climatique. Donc, on a aussi cette compréhension du retour, en fait. Ça, c'est une autre compréhension. On a aussi le savoir que les 10 pays qui accueillent actuellement la moitié des réfugiés dans le monde, donc le Tchad, Éthiopie, Soudan du Sud, Ouganda, la plupart de ces pays sont les plus vulnérables aussi au changement climatique. Donc on a des données qui expliquent un peu, on comprend, mais ce qui est très difficile, c'est les déplacements, la migration et les mouvements de population dans les changements très lents et dans la dégradation des terres, les sécheresses, la salinisation, l'érosion. Là, on a souvent des données pour savoir combien de millions de personnes sont exposées au risque. Mais ça n'en fait pas ni des migrants, ni des réfugiés, ni des déplacés, parce qu'il faut avoir les moyens de partir. Donc, en fait, il faut toujours contextualiser et faire très attention à ne pas donner des chiffres et ces statistiques. On perd même le sens de quoi on parle, de l'humain, quand on parle de chiffres aussi imposants. Donc, c'est bien aussi d'avoir des études de cas. Donc, on a des exemples très précis. Par exemple, j'ai ces chiffres-là en avril 2023. Sur l'année 2024 jusqu'en 2025, près d'1,3 million de personnes qui ont fui le conflit au Soudan ont cherché refuge au Soudan du Sud et au Tchad, qui sont les deux
parmi les pays les plus vulnérables et moins équipés face à l'urgence climatique. Donc, on a beaucoup d'études de cas pour comprendre. Ensuite, dans la question vraiment que vous avez posée sur les catégories, je pense qu'il faut vraiment à chaque fois contextualiser parce que on ne peut pas créer des catégories. Souvent, c'est mixé, souvent, c'est multicausal. Quand est-ce qu'une décision est aussi pas un peu contrainte finalement? Donc, il s'agit aussi de stratégie familiale, de la communauté. On va envoyer juste une personne, ça va être de la migration interne. Il y a aussi des migrations des populations indigènes qui suivent les déplacements selon les saisons. Donc, on a tellement de facettes. La clé, pour moi, c'est de ne pas généraliser, de contextualiser, mais de comprendre aussi très clairement de qui on parle. Donc, le HCR utilise cette expression qui est déplacement dans le contexte des effets néfastes du changement climatique. Donc, à chaque fois, on remet cette phrase. C'est pour ça aussi que je parle si longtemps, parce que c'est à chaque fois, je dois dire, les déplacements... Avec la plus grande liberté. J'ai trouvé l'excuse. Mais voilà, il y a cette question vraiment de... et puis aussi, il y a les questions d'environnement, de dégradation des terres, des ressources. Ça, c'est toujours mixé et complexe. Et il y a aussi, dans la question de la migration, encore une fois, il n'y a pas une seule définition juridique internationale de la migration. C'est pour ça aussi qu'on a plein de formes différentes de migration, mais on considère que ça implique une forme quand même volontaire de liberté, de choix quand même dans la migration, alors que dans le déplacement, il y a un sens vraiment du forcé. On n'a pas le choix, c'est contraint. Il y a la question d'être forcé dans la définition même de déplacement. Donc, il y a une contextualisation, des réflexions à avoir aussi sur l'habitabilité, les seuils d'habitabilité, et puis des réponses extrêmement opérationnelles, comme par exemple le rôle des assurances. Comment est-ce qu'on s'engage? Et ça aussi, je trouve, pour la France, c'est un espace clé d'engagement, ce travail avec le secteur privé, main dans la main avec les assurances, dans le cadre de l'adaptation et des pertes et dommages, pour avoir des solutions avant que cela n'arrive, de prévention. Donc ça... pour les cas que vous avez mentionnés, donc je pense que souvent ce sont donc comme ça a été expliqué, c'est des personnes qui restent sous la responsabilité de l'État d'origine. Et dans les cas où on traverse une frontière, le plus souvent, les cas qu'on a vus, comme par exemple dans le grand tremblement de terre de Haïti, c'est que ça a été plutôt des réponses de protection temporaire et humanitaire. Donc on a permis à des populations aux États-Unis, au Brésil, de rester, mais souvent sur des statuts en fait temporaires. Et ça arrive dans plusieurs cas maintenant où des individus ont essayé d'amener des cas en tant que réfugiés climatiques devant une cour de justice nationale. Très souvent, on leur a donné une forme de protection plutôt temporaire, plutôt humanitaire, tout en reconnaissant l'enjeu du changement climatique. Donc, on a progressé dans une compréhension de l'enjeu du changement climatique, mais c'est toujours contextualisé. Est-ce que le pays d'origine a assez déjà investi dans l'adaptation? Est-ce qu'on a dépassé un seuil d'habitabilité? Donc, c'est à chaque fois, cette décision sur le statut est liée à la politique climatique. Et si vous me permettez... Il y aura une dernière question. Oui, ça, je voulais juste dire quelque chose sur le genre, parce que ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est important. Et comme c'est la question de la diplomatie climatique dont nous parlons et que le rôle de la France. Alors, Thibault a aussi mentionné la France comme leader de la diplomatie féministe. Et au niveau du pacte mondial pour les réfugiés, il y a un engagement de la France sur la diplomatie féministe, l'engagement avec elle. Et donc, l'année prochaine, il y a de nouveau une réunion de la mise en œuvre du pacte. Et c'est une opportunité en or de connecter la diplomatie féministe et la diplomatie climatique comme des
porté par la voix de la France. Il y a le G7 aussi en France cette année, donc c'est peut-être une première opportunité pour là-dessus. Voilà, et puis aussi que dans le genre, c'est pas, bien sûr, il y a la vulnérabilité, mais il y a aussi la force, et c'est pas que les femmes, mais on regarde aussi la vulnérabilité des hommes dans le cadre du changement climatique. C'est très important. C'est le cas. Oui. Non. Donc là, il y a une dernière question de notre rapporteur, et je vous demande des réponses relativement courtes, puisque le temps nous est compté. Donc voilà. Merci, Monsieur le Président. Et je voulais souligner le fait que vous pouvez nous envoyer des contributions écrites. N'hésitez pas, parce qu'on ne peut pas tout dire forcément dans le cadre de ces auditions. Donc n'hésitez pas à être prolixe, complet sur les contributions écrites. Moi, j'ai une dernière question, on en aurait 1000, mais j'ai une dernière question autour des questions de financement. Vous l'avez un peu évoqué là, en évoquant l'adaptation, parce que bien souvent... Et je pense que ça fait le lien aussi avec la question de la définition et du statut. Parce qu'on peut à la fois entendre qu'il y a une multidimensionnalité dans les raisons qui amènent au déplacement, et en même temps, si on veut appeler à plus de financement lié au climat, je pense qu'il faut clairement pouvoir lier un déplacement, parce que la finance internationale, mais comme toute finance, c'est très cartésienne, liée à ce qui est causé par, et vous l'avez dit, les effets néfastes du changement climatique. Quels sont les besoins éventuels ou de clarification ou de volumétrie ou de fléchage en matière de financement que vous identifiez? Vous avez fait référence aux assurances, au monde des entreprises, etc. Mais je parle de financement public notamment. Et est-ce que vous pensez, puisqu'on souhaite faire des recommandations aussi opérationnelles que possible, consacrer une partie du budget à l'adaptation à la notion de déplacement climatique? Si ça n'est pas déjà fait, est-ce que c'est quelque chose qui serait pertinent? Voilà. Et dans quelle proportion? Merci beaucoup. Allez-y pour une réponse courte. Et éventuellement sur tout ce qu'on a évoqué, n'hésitez pas à nous écrire. Donc c'est pour ça, voilà, quelques éléments là, précis sur la question des financements. Surtout que M. Pelé est revenu. Alors l'accès en fait au fonds du climat est très important pour les organismes internationaux. Qui ne sont pas les organismes au départ avec un mandat environnemental. Et donc, jusqu'à présent, le HCR, l'OIM, les organisations, en fait, sont passées par des partenariats avec le programme sur le développement, sur l'environnement, afin de pouvoir quand même avoir un accès au fonds du climat. Et les deux organisations sont en train d'être dans une phase d'accréditation auprès du Fonds vert du climat, par exemple. Donc, il y a l'ancrage du déplacement, des questions des réfugiés, des mobilités dans les documents, dans les décisions du climat, ouvre les portes du financement. Donc, aussi le fonds des pertes et dommages. Donc, il y a les fonds vraiment du climat où la question clé est celle de l'accès qui passe pour le moment par les partenariats, mais où il y a quand même un travail qui est fait pour être accrédité. Et le HCR a l'exemple, par exemple, d'un projet en Tanzanie qui est financé par le Fonds vert du climat, mais qui est en partenariat en fait avec le Fonds pour l'environnement. Donc il y a cet espace-là. Ensuite, il y a des fonds... Pardon de vous couper, mais donc vous souhaitez une possibilité directement d'y accéder, c'est ça? Oui, les organisations oui. travaillent très concrètement, parce qu'en fait, pour être accrédité, c'est un travail immense. C'est un travail de très longue haleine, de très long terme. Les organisations ont commencé il y a très longtemps, dès l'opérationnalisation du Fonds vert sur le climat, mais aussi le Fonds de l'adaptation, où il faut être invité pour pouvoir déposer une demande d'accréditation, mais aussi le fonds pour les pays les moins avancés. Donc, il y a tous ces financements du climat qui sont des espaces d'opportunité, mais pour lesquels c'est un processus d'avoir accès. Et pour l'instant, comme ça passe par des partenaires, ça peut être aussi des partenaires nationaux, c'est aussi une façon. Donc, c'est très important d'avoir l'ancrage et aussi les façons de mesurer.
Donc, les indicateurs sont clés. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu à la dernière COP pour qu'il y ait des indicateurs du déplacement et de migration qui sont intégrés dans les textes, parce que sinon, on ne peut pas montrer, on ne peut pas prouver. Mais il y a aussi des fonds spéciaux. Par exemple, le HCR a un fonds d'investissement vraiment pour les réfugiés et la question de la résilience. Il y a aussi des fonds par rapport à la question de verdir, rendre durables nos propres activités sur, par exemple, la gestion des camps. Mais la question du financement, elle est globale, c'est-à-dire il y a une contraction de l'ensemble des financements. Donc, moi, je dirais, du point de vue du HCR, vraiment, la clé, c'est de soutenir l'action du HCR dans sa globalité et dans ce cadre, les mandats spécifiques qui vont avoir lien au changement climatique. Donc, c'est l'action sur le climat, qui inclut aussi la prévention des risques, la résilience, l'inclusion des réfugiés dans les politiques d'adaptation, l'accès au financement, les investissements verts, rendre les opérations durables. Donc ça, c'est vraiment l'action sur le climat. Et puis le financement, finalement, de l'action pour la protection internationale dans le cadre de cet anniversaire aussi de 75 ans, où on peut, par exemple, soutenir le travail que nous faisons avec l'Union africaine autour de comment les instruments régionaux qui existent déjà s'appliquent à la question du changement climatique. Et il y a tout un travail en cours en 2026 et 2027 à travers l'Union africaine et la Commission africaine pour les droits de l'homme, qui est vraiment spécifique, qui vient d'être négocié à un niveau en fait ministériel en 2025, et qui est une opportunité exceptionnelle en fait de soutenir ce travail, qui est de comprendre comment ce qui existe déjà s'applique, et être visionnaire sur ce qu'on peut créer sans être naïf et sans faire un enfer pavé de bonnes intentions, parce que j'ai trouvé que c'était très juste. Créer un statut, cette idée du statut du réfugié climatique risque de créer une sorte de boîte qui exclut finalement plutôt qu'inclut. Merci à vous. Monsieur Fleury-Graff. Merci, Monsieur le Président. Un petit mot sur la question du financement qui n'est pas mon domaine, oui, simplement pour dire que institutionnellement, les outils existent, qu'à la COP29, les partis ont adopté une décision spécifique sur les objectifs chiffrés en matière de financement qui fait une référence particulièrement aux communautés vulnérables, y compris les migrants et réfugiés. Donc sans qu'on ait une ligne budgétaire spécifique, on a quand même cette ouverture du cadre politique de financement climatique à ces questions-là. Maintenant, les États, évidemment, sont libres de s'en emparer et de mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir faire le nécessaire afin de protéger ces personnes. C'est évidemment un outil qui est central. C'est un des trois leviers, avec le levier institutionnel et le levier juridique qui sont centraux. Maintenant, pour conclure de manière un petit peu globale, on parle beaucoup en ce moment du nouveau règlement retour de l'Union européenne qui va probablement pas tarder à être adopté définitivement, qui va générer probablement des négociations diplomatiques avec des États tiers pour organiser le retour des personnes en situation irrégulière sur le territoire de l'Union européenne. On est donc dans ce moment politique-là, on est dans un moment politique où je crois qu'il devient quand même très compliqué de compter sur les États-Unis en matière climatique. Et il y a là probablement donc un champ qui s'ouvre pour la France, encore une fois, disons ce que je qualifierais d'opportunité juridique, qui est l'ouverture de négociations sur des questions de migration à un moment où un des grands acteurs internationaux se retire très clairement et où il devient difficile de compter dessus. C'est peut-être le moment justement de retrouver ou de saisir ce moment diplomatique pour inclure la question des déplacements au centre du jeu. Merci à vous deux pour votre présence et puis aussi tous vos mots, vos propositions. À la fois, on voit bien toute la complexité de ce qu'on appelait réfugiés, de déplacements, vous l'avez dit. Et c'est un élément aussi essentiel dans la diplomatie climatique parce qu'on veut, au travers de cette mission d'information, voir l'ensemble du spectre de la diplomatie, à la fois comme actrice, mais aussi, à un moment donné, il y a des conséquences sur lesquelles il faut agir.
et pas seulement des conséquences matérielles ou économiques, mais on voit bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, des êtres humains, c'est aussi des histoires, des traditions, de la culture. Et c'est intéressant, je crois, pour abonder à nos travaux. Donc n'hésitez pas à nous transmettre, si vous le souhaitez, des propositions concrètes. Et puis, encore une fois, il faut que le HCR, qui fête son 75e anniversaire, puisse continuer à faire son travail. Je crois qu'il est effectivement très important. Il joue un rôle. Il a joué un rôle, il joue un rôle toujours très important. Donc, merci encore de votre présence. Je dis à mes collègues que nous allons vous adresser rapidement un nouveau calendrier des différentes auditions. Donc, merci à toutes et tous. Au revoir. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur, et à tout le monde. Merci beaucoup.